Alors, bonjour à toutes et à tous. Je pense que les connexions sont en train d'arriver. Alors, nous vous remercions chaleureusement de vous être inscrits à ce webinaire. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour 1 heure dans ce webinaire qui est intitulé Vers une convention professionnelle sur l'usage de l'IA dans le travail social. Ma collègue, donc Stéphanie Emeria-Claire, qui est docteure en sciences de gestion, présentera la suite. Et donc, je suis Anne-Sophie Maillot, docteure en ergonomie et en psychologie du travail. Nous sommes toutes deux chercheuses au Laboria, une structure qui vous sera présentée juste après. Et nous sommes en charge de déployer donc, plusieurs études relatives à l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur du travail social. Et donc, ce sont des études qui sont à l'initiative de la Direction générale de la cohésion sociale. Je laisse la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Concernant l'organisation de ce webinaire, nous vous précisons qu'il a l'honneur de normalement démarrer avec Monsieur Dujol qui rencontre une petite difficulté mais qui ne manquera pas de nous rejoindre un peu plus tard. Donc Monsieur Dujol, directeur de la cohésion sociale et qui sera suivi, son propos éventuellement pourrait être complété par l'intervention de Madame Marie, directrice du Laboria. Ensuite, Monsieur Ferguson, directeur scientifique du Laboria, exposera quelques éléments en lien avec l'introduction des systèmes IA dans le travail et nous reprendrons la main avec ma collègue Anne-Sophie Maillot pour vous présenter les études que nous menons donc actuellement en nous focalisant plus spécifiquement sur celle qui nous convie tous aujourd'hui, c'est-à-dire la convention professionnelle. Sachez enfin que 3 professionnels qui participent à cette convention nous font également l'honneur d'être aujourd'hui présents à ce webinaire et prendront à leur tour la parole. Donc, il s'agit de Madame Dufour, Monsieur Bourdiel et Adrien Guilloni. Et le but, c'est de pouvoir vous faire part de certaines réflexions qui sont d'ores et déjà mises en relief à ce stade de la démarche. Je termine donc en vous précisant que si le temps nous le permet, nous répondrons à quelques-unes des questions que vous pourriez poser à travers le chat. Et j'en profite pour vous informer que quelques-unes vous seront également posées. Vous le verrez apparaître avec une fenêtre pop-up tout au long de ce webinaire. N'hésitez donc pas à y répondre. Voilà, alors j'ai le plaisir de voir que Monsieur Dujol a pu nous rejoindre et je vais donc m'éclipser pour lui laisser la voix. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Je suis connecté. Oui. Ouais. Je suis très heureux d'être à vos côtés ce matin. Et vous remercie d'être présents aussi nombreux à cette réunion. On me parle de plus de 1200 inscrits. Peut-être qu'on pourra compter tout à l'heure le nombre de présents. Présents aujourd'hui pour cette journée d'ouverture d'une réflexion à la fois nouvelle et nécessaire, me semble-t-il, autour d'une question simple en apparence, mais qui engage de nombreuses dimensions. L'intelligence artificielle peut-elle devenir un outil pertinent pour le secteur du travail social? Et plus précisément, peut-elle être un levier d'appui pour les professionnels, un facilitateur de parcours pour les usagers, voire un outil d'inclusion? Pour explorer ces pistes, la DGCS a engagé en 2025 une recherche-action en partenariat avec le Laboria, dans une démarche qui se veut à la fois collective, exigeante et ouverte. Cette démarche, elle est fondée sur l'écoute, sur le dialogue avec les acteurs de terrain, travailleurs sociaux, responsables de structures, chercheurs, et sur une volonté partagée de ne pas subir les transformations technologiques, mais les penser ensemble et, si possible, les orienter au service de l'humain. Dans un contexte où l'intelligence artificielle s'invite dans de nombreux secteurs, la santé, l'éducation, l'emploi, les services publics, il serait illusoire de croire que le travail social pourrait rester à l'écart. Il serait sans doute aussi dangereux de l'y faire entrer sans vigilance, sans éthique, sans questionner les finalités et les conditions de son usage. Nous posons donc les fondations d'un débat que je veux constructif, critique, mais pas craintif, car il ne s'agit pas ici de remplacer le professionnel par une machine, mais de réfléchir aux manières dont l'intelligence artificielle, sous ses formes applicables, peut accompagner, alléger, valoriser le travail des professionnels, tout en renforçant les droits et les capacités à agir des usagers.
3 grandes questions guideront les travaux menés tout au long de cette année et que nous inaugurons aujourd'hui jusqu'au début de l'année prochaine. Le premier enjeu, c'est la pertinence. Quels usages de l'IA pourraient avoir du sens dans les métiers du travail social? Peut-elle faciliter certaines tâches administratives, optimiser l'orientation des publics, améliorer le repérage des situations à risque ou encore soutenir l'accès à l'information pour les usagers? Et surtout, dans quelles limites ces usages restent-ils compatibles avec les valeurs de la profession qui sont essentielles: l'écoute, la confiance, la relation humaine. Deuxième enjeu, les conditions. L'IA peut être un atout, doit être mise en œuvre avec prudence, je crois. Elle exige des cadres déontologiques clairs, une transparence des algorithmes, un droit à l'explication pour les usagers. Elle suppose une formation adéquate des professionnels et une co-construction des outils entre les acteurs de terrain. La technologie ne doit jamais nous éloigner du réel ni du sens de notre mission commune. Et dernier enjeu, les impacts sur les professionnels, bien sûr, leur autonomie, leur charge de travail, leur posture, mais aussi sur les usagers, leur confiance dans le système, leur sentiment d'être écouté et respecté, ou au contraire, de parler à des outils déshumanisés. Il faudrait évaluer ces effets avec lucidité, sans fascination ni rejet. La recherche-action que nous avons lancée s'appuie sur des rencontres nombreuses, concrètes, riches, j'espère, dans le cadre notamment de ce qui sera l'objet du webinaire de ce matin, à savoir la conduite d'une convention professionnelle consacrée aux usages de l'IA dans le travail social. La DGCS est convaincue que seule cette approche ancrée dans les réalités de terrain nous permettra de formuler des propositions concrètes, utiles et ajustées aux besoins du secteur du travail social. Je remercie d'ailleurs les travailleurs sociaux, membres de cette convention professionnelle, qui sont engagés dans les travaux depuis le lancement de la convention. Je sais combien leur temps est précieux et leurs journées sont chargées, qui ont accepté de nous faire un premier retour en nous présentant les premiers éléments de réflexion collective élaborés au cours des travaux menés ces derniers mois. L'objectif n'est pas d'aboutir à une généralisation hâtive de ces outils, à un plan IA pour le travail social. L'objectif sera plus modeste, mais essentiel, est de déterminer si, comment et dans quelles conditions l'IA peut être mobilisée pour renforcer les métiers du lien sans les trahir. De construire peut-être les bases d'une convention professionnelle sur l'usage de l'IA dans le secteur fondée sur l'éthique, l'expérience et la concertation. Alors, je conclurai donc avec cette conviction. Ce n'est pas à la technologie de définir ce que sera le travail social de demain, c'est à nous, ensemble, professionnels, chercheurs, usagers, de décider des outils que nous acceptons, de ceux que nous refusons, et de la manière dont nous les intégrons dans un projet qui doit rester profondément humain. Merci à toutes et tous et bon travail. Bonjour, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cette très forte mobilisation car vous êtes exactement 1450 inscrits à ce jour. Donc, je suis Laurence Marie, directrice du Laboria. Le Laboria est un programme conçu par l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, en étroite collaboration avec le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Depuis 2021, le Laboria observe les intelligences artificielles et leurs effets sur l'emploi, le travail, les compétences et le dialogue social technologique. Notre finalité est d'anticiper et limiter les répercussions négatives de cette nouvelle technologie, mais aussi d'en optimiser ses effets positifs. Il s'agit de favoriser le développement d'outils responsables, inclusifs, autant au service de l'humain que créateurs de valeur dans chaque environnement de travail. Ainsi, dans sa première phase 2021-2023, le Laboria a lancé une première étude visant à nourrir les politiques publiques, le Laboria Exploré, que vous pourrez retrouver sur le site du Laboria, dont nous allons mettre le lien en chat. Dans sa deuxième phase, actuellement, 2024-2026, le Laboria développe des projets de recherche-action sur l'usage et l'impact de l'IA au travail dans les domaines de l'industrie créative et culturelle, du recrutement et de l'inclusion. Nous proposons aussi des outils pour accompagner l'implémentation de l'IA avec les professionnels dans les organisations que vous pourrez retrouver aussi sur le site du Laboria. Pour conclure, je souhaiterais vous préciser que je porte une attention toute particulière à cette étude de l'impact de l'IA sur le travail social, ayant exercé moi-même en tant qu'assistante sociale dans ma première vie professionnelle.
Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter cette étude qui est en cours, menée par les chercheuses du Laboria Anne-Sophie Maillot et Stéphanie Emeria-Claire. Et j'espère vivement que cette étude correspondra à vos attentes, vous, professionnels du travail social. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et si nombreuses pour ce webinaire. Je suis Yann Ferguson, je suis le directeur scientifique du Laboria et j'ai la lourde charge de vous donner quelques éléments rapides sur l'IA pour savoir de quoi on parle, considérant que c'est un sujet émergent pour la plupart des professionnels, quels que soient les métiers, et qu'aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est l'acculturation. L'intelligence artificielle pour le grand public est née récemment, en novembre 2022, avec la sortie mondiale de ChatGPT et puis désormais de l'IA génératif, qui est devenu pour de très nombreux professionnels et de très nombreux citoyens une action quasi ordinaire. L'usage est quasi ordinaire, mais c'est une discipline de recherche qui est beaucoup plus antérieure. D'ailleurs, le 31 août 2025, nous allons fêter les 70 ans du terme intelligence artificielle, parce que comme vous le voyez sur la slide que je vous montre, le terme intelligence artificielle a été formulé pour la première fois officiellement le 31 août 1955. Et dans cet article, ils annoncent leur intention d'organiser un séminaire, une université d'été à Dartmouth, où ils vont poser les bases de cette nouvelle discipline, l'intelligence artificielle, qui a pour objectif de rendre les machines, essentiellement des ordinateurs, capables de réaliser des tâches qui sont pour le moment réalisées de manière plus satisfaisante par des êtres humains parce qu'elles nécessitent des processus mentaux de haut niveau. Voilà l'affaire de l'intelligence artificielle. Simuler des processus mentaux de haut niveau, comme par exemple l'apprentissage perceptuel, apprendre en regardant, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Alors, dès 1956, deux chemins sont imaginés pour rendre les machines capables de simuler ces processus mentaux de haut niveau. Le premier chemin s'appelle l'approche symbolique, on l'appelle aussi l'IA logique. Elle consiste à essayer d'imiter le raisonnement humain. Imiter la façon dont l'humain raisonne, cela passe par expliciter les raisonnements humains, formaliser ces raisonnements dans un langage informatique et ainsi rendre la machine, l'ordinateur, capable de mobiliser ces raisonnements humains en situation réelle. C'est l'approche logique. La deuxième approche est basée plutôt sur l'imitation de l'apprentissage humain. Nous allons essayer de rendre les machines capables d'imiter la façon dont nous apprenons. Comment nous apprenons? Nous apprenons à partir d'exemples. Et à partir d'exemples, eh bien, nous mentons en généralité, c'est-à-dire nous prenons notre apprentissage à partir d'exemples, nous extrayons des règles pour ensuite évoluer dans le monde. Eh bien, l'approche connexionniste essaie de simuler cette méthode-là. Pendant des années, l'approche symbolique a très largement dominé l'intelligence artificielle, mais s'est heurtée à des difficultés sur des tâches extrêmement simples comme le langage ou la reconnaissance d'images, c'est-à-dire précisément des tâches que nous avons des difficultés à formaliser. Nous avons des difficultés à formaliser la façon dont nous apprenons à parler. Depuis 2010, si nous recommençons à parler de l'intelligence artificielle, c'est parce que nous avons l'approche connexionniste, appelée aussi l'approche neuronale, eh bien, a accéléré sa montée en maturité, notamment en mobilisant les datas sur Internet. Le big data est le terrain de jeu d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Il permet à des machines d'apprendre à partir des exemples. À partir d'exemples. Et donc, nous parlons aujourd'hui d'un nouveau printemps de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire nous considérons que cette approche connexionniste pourrait amener l'intelligence artificielle au travail. Alors, la façon dont nous appréhendons le sujet a beaucoup évolué. En 2013, une première étude avait évoqué le fait que l'intelligence artificielle allait plutôt appréhender la part de répétition qu'il y a dans nos activités, comme une machine en fait, comme les machines prennent les tâches répétitives. Et ce qui était non répétitif était focalisé autour de trois grandes familles d'intelligence. L'intelligence en trois dimensions, c'est-à-dire l'intelligence qui sollicite le corps dans l'espace, c'est-à-dire le fait de percevoir et le fait d'engager le corps dans la résolution d'un problème. Donc typiquement, on disait que les artisans, par exemple, étaient très peu exposés et très peu concernés par l'intelligence artificielle. L'intelligence créative,
plus vous mobilisiez, plus vous vivez des situations dans votre travail où il n'y a pas de solution existante déjà formalisée que vous pouvez ensuite mobiliser dans votre raisonnement, eh bien, plus vous êtes dans cette situation-là, moins vous êtes exposé à l'IA, c'est ce qu'on appelle l'intelligence créative. Et enfin, l'intelligence relationnelle, comprendre les autres, prendre soin des autres, négocier, persuader. L'intelligence relationnelle était une des limites de l'intelligence artificielle. Voilà ce que l'on disait en 2013. En 2023, on a regardé comment l'intelligence artificielle a progressé et on s'est rendu compte que, contre toute attente, elle avait davantage progressé sur des tâches cognitives de haut niveau non répétitives, hein, et à partir de là, on a regardé quels étaient les métiers qui mobilisaient ces fameuses tâches cognitives de haut niveau non répétitives. Et l'OCDE nous dit en 2023 que les métiers les plus exposés à l'IA, ce sont les managers, les directeurs généraux et les ingénieurs, c'est-à-dire précisément les métiers que l'on considérait comme peu exposés à l'intelligence artificielle en 2013. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout, on est beaucoup moins sur des travaux spéculatifs, hein, mais davantage sur l'observation des usages. Pourquoi? Parce que depuis novembre 2022, l'intelligence artificielle est devenue une technologie grand public qui fait que la plupart des situations de travail aujourd'hui, ce sont des professionnels qui utilisent l'IA générative grand public, c'est-à-dire généraliste, non validée par leur employeur et qui le font de manière plus ou moins visible, hein. On appelle ça le shadow AI, c'est-à-dire un usage un peu clandestin, un peu secret. Et ce que l'on constate d'abord, c'est une accélération des usages. ChatGPT est l'application qui a connu la plus grande accélération de l'histoire du web en termes d'intégration. Il a fallu 2 mois à ChatGPT pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, alors que le record précédent était détenu par TikTok, qui était de 9 mois. Mais cette accélération, elle se fait, comme je vous l'ai dit, essentiellement discrètement, hein, puisque aujourd'hui, les travaux montrent qu'une grande partie des Français, alors là, je vous ai mis l'estimation la plus élevée, mais on estime qu'en gros, entre 30 et 50% des Français utilisent l'IA sans en informer leur cadre de travail, sans en informer leur hiérarchie aujourd'hui. Et donc, on a un usage spontané de l'IA qui est intéressant parce qu'il montre ce que font les gens avec l'IA. Une tâche qu'on a trouvé intéressante de vous montrer, c'est cet usage d'un médecin du CHU de Montpellier qui a rédigé un prompt, hein, vous savez, cette commande qu'on passe à l'IA, en lui donnant un rôle de spécialiste en communication médicale, en lui donnant un objectif, expliquer à un patient son séjour hospitalier, en lui donnant des informations qui sont les informations médicales sur son séjour, et en lui donnant une instruction de rédaction de texte avec un ton, avec un format et avec des précisions sur le patient. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une patiente, une femme ingénieure très rigoureuse. Et vous voyez qu'à partir de ça, il va lui donner les éléments purement médicaux de son séjour, hein, mandyloctéomie interruptrice avec reconstruction par lambeau du fibula en traitement d'une ostéo-radionécrose de la mandibule surinfectée et fracturée. J'ai rien compris. Mais vous voyez, ça, ce sont les éléments médicaux. Et vous voyez qu'à partir de cette instruction, eh bien, l'IA générative va produire un récit de la maladie, hein, un compte-rendu du séjour hospitalier à la patiente. Alors certes, l'introduction dit en prenant en compte votre esprit rigoureux et analytique, ça on peut l'enlever, mais vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait factuel. Mais lorsque le médecin va lui donner une autre précision, par exemple, il s'agit d'un adolescent de 14 ans qui aime le rugby, vous voyez, le ton change complètement, hein. Salut champion, j'espère que tu te sens un peu mieux et que tu es prêt à récupérer ta forme pour revenir sur le terrain de rugby dès que possible. On sait que tu as traversé une période difficile et c'est pourquoi on veut t'expliquer tout ce qui s'est passé pendant ton séjour à l'hôpital, comme si c'était un replay d'un match important. Et vous voyez, grand 1, la tactique médicale, grand 2, les pénalités. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un professionnel qui a construit son assistant, il a élaboré son assistant, il n'a pas une solution qui lui a été imposée par le haut, il a construit son usage. Alors évidemment, il s'agit d'un expert par ailleurs des technologies numériques, donc il a complètement sécurisé l'IA. Il n'utilise pas le chat GPT grand public gratuit. Ça montre, hein, cette créativité est intéressante parce qu'elle montre ce que les gens font avec l'IA au travail lorsqu'on leur a rien demandé et on voit qu'ils y trouvent de la richesse, hein, ils y trouvent de l'intérêt. Aujourd'hui, on a 45 des Français qui disent utiliser l'IA générative, c'est 40 de plus qu'en 2024. 85 des 18-24 ans utilisent personnellement les IA génératives contre seulement 31 pour les 35 ans et plus. Vous voyez que les usages dominants, ce sont faire des recherches, gagner du temps, corriger ses propres fautes,
augmenter sa créativité, augmenter leur confiance en eux. Et là, évidemment, nous, en tant que chercheurs, on se pose des questions. Faire des recherches n'est pas un bon usage parce que l'IA générative n'est pas un moteur de recherche. L'IA générative invente les réponses. Il ne découvre pas sur les bases de données les réponses pertinentes. Et donc, on a un enjeu de formation. Gagner du temps, évidemment, c'est intéressant, mais lorsque vous cherchez à gagner du temps, eh bien, ça peut se faire au détriment de la qualité du travail qui est au cœur de la motivation du travail. Corriger ses propres fautes, c'est intéressant aussi. Et en même temps, ça peut porter atteinte au collectif de travail parce que parfois, vous demandiez à un collègue de corriger vos fautes, vous demandiez à un collègue de porter un regard sur votre travail. Augmenter sa créativité, c'est intéressant, mais parfois on s'est rendu compte que les gens ont l'impression d'être plus créatifs avec l'IA, mais en fait, ils confondent ce qui est nouveau pour eux et ce qui est fondamentalement nouveau. Il y a des études qui ont montré que parfois, vous avez une expérience de très forte créativité en utilisant l'IA, mais quand les gens regardent ce que vous avez fait, eh bien, vous trouvent moins créatif que ceux qui ne l'ont pas utilisé. Augmenter la confiance en vous, c'est intéressant évidemment, mais ça montre aussi des usages de type IA coach, hein. On demande à l'IA de nous coacher et à nouveau, ça peut avoir un impact sur le collectif de travail. Donc tout ça évidemment ne sont pas des fatalités. On trouve que les usages spontanés sont intéressants, mais en même temps, il est important de créer un cadre de confiance et un cadre professionnel d'usage qui permet d'identifier collectivement les bons usages de l'IA pour que cet usage se fasse au service du métier et au service du sens. Et c'est précisément le sens de la convention professionnelle qui va vous être présentée. Je termine en disant que 43% des utilisateurs français de l'IA vous disent qu'ils l'utilisent dans le cadre du professionnel et que 29% ils vivent un gain d'efficacité supérieur à 40%. Donc, il y a de la valeur perçue par les collaborateurs, mais pour l'instant, cette expérience est plutôt individualisée, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui utilisent un peu seuls dans leur coin l'IA. Et ce qu'il est essentiel, c'est de passer d'un usage individuel à un usage partagé, collectif, pour créer une culture professionnelle du bon travail avec l'IA. Et c'est précisément l'objet de la convention qui va vous être présentée. À vous. Merci beaucoup Yann. Je reprends 1 minute la parole juste pour vous, partager en fait les réponses à la question que nous vous avons envoyée. Donc est-ce que, certains d'entre vous utilisent déjà l'intelligence artificielle dans votre activité professionnelle? Et donc sur 555 personnes qui ont répondu, 56%, donc 309, ont indiqué qu'elles utilisaient l'intelligence artificielle dans, le domaine professionnel, contre donc 239 qui ne l'utilisent pas. Voilà, donc ça montre quand même déjà la proportion et l'importance de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le milieu du travail. Voilà, je laisse la parole à Stéphanie Maria-Claire qui va vous présenter les études. Alors, merci beaucoup Anne-Sophie. Comme on peut le constater, il y a des usages qui ont déjà lieu. Et donc, l'idée des différentes études que nous menons au sein du Laboria, c'est de pouvoir justement creuser un peu ces questions et de voir les répercussions que l'usage de ces systèmes peuvent avoir. Alors justement, dans une première étude, nous tentons de saisir les usages que font les professionnels du travail social de ces systèmes IA. Donc on tente d'abord d'identifier quels sont ces usages et on cherche ensuite à les analyser. On cherche également à comprendre si ces systèmes d'intelligence artificielle ainsi que leurs usages reconfigurent ou non les conditions d'exercice du travail, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un impact, par exemple, à l'échelle des conditions de travail ou sur les collectifs de travail, ces usages. Donc, c'est une étude qui est en cours de réalisation, la première. Dans le cadre d'une deuxième étude, qui débutera cette fois à la rentrée prochaine, nous cherchons plutôt à explorer le rapport qu'ont les établissements de formation vis-à-vis des systèmes d'intelligence artificielle et notamment à travers leur pratique, la pratique des acteurs qui sont logés au sein de ces établissements. Par exemple, la vision à l'échelle des systèmes IA qu'ont les directeurs ou directrices de ces établissements, mais également les responsables pédagogiques, les formateurs, et on élargit en intégrant également des étudiants, par exemple, à travers des entretiens collectifs. Mais on le fait également, on cherche à explorer ce rapport à travers l'analyse des dispositifs pédagogiques, enfin on le fera puisque cette étude démarrera à la rentrée prochaine, là, en 2025.
septembre 2025. Enfin, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de cette convention professionnelle, on s'efforce cette fois de mettre en évidence les grands enjeux, hein, les grands enjeux que soulève l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine du travail social. Et puis, on cherche également à pointer les possibilités ou les impossibilités, hein, de leur introduction et notamment les conditions de leur mise en œuvre, et ce, en réponse à ce que disait il y a une minute mon chef, hein, Monsieur Ferguson, à l'échelle, par exemple, du travail social et des valeurs, hein, que porte ce secteur-là. Et la série de réflexions et de recommandations qui sera formalisée dans un document cadre, elle s'effectuera de façon co-construite avec l'ensemble ici des professionnels qui participent à cette étude. Donc avant de passer à la méthodologie, on tient, ceci dit, à souligner que notre approche se fonde sur 2 éléments particuliers. Le premier, c'est de se baser sur le travail réel, c'est-à-dire tel qu'il se fait, tel qu'il est réalisé par les professionnels de terrain. Et le second élément réside dans la volonté de s'appuyer sur une démarche co-construite, hein, co-construite avec les acteurs qui connaissent leur métier, c'est-à-dire que cette réflexion, il y a une co-construction dans la réflexion. Il y a également une co-construction dans l'élaboration des recommandations, hein. Finalement, cette philosophie, si je puis dire, de la co-construction, elle se situe à toutes les étapes de la démarche. Alors concernant la méthodologie, hein, que nous avons déployée, la démarche a été initiée sur la base d'un appel à volontaires que nous avons diffusé via les réseaux sociaux et les réseaux internes. Nous avons procédé à une sélection des professionnels qui pouvaient participer à cette convention selon différents critères. L'idée étant, par exemple, de pouvoir réunir les différents domaines dans lesquels les professionnels du travail social exercent. Et donc, ces différents critères sont, par exemple, le type de structure, les métiers, le public qui est accompagné, le statut hiérarchique, cadre versus travailleur social, si je puis dire, ainsi que la localisation géographique. Et on a eu, en fait, on a cette chance d'avoir pu réunir des professionnels qui se situent, en fait, un peu partout sur le territoire. Voilà, donc cette convention réunit 25 participants et dans le cadre en fait de son déroulé, je vais à présent laisser Anne-Sophie Maillot prendre la suite. Merci. Merci. Alors, pour vous montrer comment s'articule de façon globale cette démarche, on a réparti donc 4 ateliers sur à peu près 8-9 mois. Alors, l'objectif du premier atelier visait principalement à développer un cadre de référence commun sur les systèmes d'IA avec les participants à la convention. Et puis, dans un second temps, de faire émerger les thématiques que les professionnels eux-mêmes souhaitaient approfondir dans le cadre des ateliers 2 et 3. Lors des ateliers 2 et 3, ils se structurent de la même manière, hein. Pour instruire ces thématiques qui ont été choisies, on a mobilisé des experts à même d'éclairer les questionnements que les professionnels se posaient. Et donc, dans un premier temps, les experts ont fait une présentation guidée par des questions qui avaient été posées par les professionnels en amont. Et puis, dans un second temps, cette présentation s'est accompagnée d'un échange en direct entre experts et professionnels. Voilà. Et puis, le dernier temps sert pour nous à formaliser avec les professionnels les éléments clés de ces échanges. L'atelier 4, qui sera le dernier, donc qui se déroulera en octobre, il aura pour objectif principal, lui, de formaliser dans un document final l'intégralité des réflexions qui auront été construites tout au long, en fait, de cette démarche. Donc, ce sera principalement une journée d'écriture et de co-construction de ce document final. On ne l'a pas indiqué sur la frise, mais nous avons aussi 2 sessions de travail dans lesquelles nous travaillons sur des simulations de systèmes d'intelligence artificielle avec les professionnels qui participent à la convention et qui sont disponibles. Voilà. Et puis, donc, cette démarche, elle est aussi ponctuée de 2 grands temps.
aujourd'hui le premier webinaire donc, dans lequel on vous présente cette démarche et puis le second webinaire qui aura lieu le 20 octobre dans lequel on s'attachera plutôt à présenter les principaux résultats qui auront été formalisés quelques jours auparavant. Alors voici les thématiques qui ont été choisies par les professionnels et qui vont être traitées dans les ateliers, donc éthique, déontologie, juridique et relations humaines sous le prisme, bien évidemment, de l'intelligence artificielle. Alors il y en avait beaucoup plus qui avaient été soulevés par les professionnels, notamment par exemple l'exploitation des données, les processus de conception et d'explicabilité des systèmes IA, l'intégration de l'IA dans le dialogue social ou l'impact environnemental de l'IA. Mais par souci de temps, comme vous avez vu, nous n'avons que 2 ateliers. Nous avons demandé aux professionnels plutôt de prioriser les thématiques qu'ils souhaitaient, traiter et donc grâce à un vote, ils ont sélectionné ces 4 thématiques. Donc l'éthique et la déontologie ont été traitées dans l'atelier 2 avec des questions qui ont animé les débats, du type, est-ce que le recours à certains systèmes d'IA pourrait aggraver des formes de discrimination, de stigmatisation? Est-ce que cela pourrait enfermer dans un certain déterminisme les personnes qui sont accompagnées? Et aussi du côté de la déontologie, on a des exemples avec est-ce que ces recours au système d'IA ne risquent-ils pas d'amoindrir l'autonomie professionnelle du travailleur social dans l'analyse qu'il fait des situations? Donc, nous avons eu 2 experts, Jean-Gabriel Ganassia et Didier Dubasque, pour cet atelier. Et il nous restera à aborder, donc dans le prochain atelier, les questions juridiques et celles relatives à la relation humaine. Alors, les questions qui émergent déjà pour la thématique du juridique, il y a notamment la question de la responsabilité. Par exemple, lors d'une décision injuste qui serait prise à partir d'un système IA, à qui incomberait cette responsabilité, par exemple, mais aussi la thématique, ou en tout cas les éléments en lien avec la protection des données. Comment garantir cette protection des données afin qu'elles ne soient pas détournées de la finalité initiale. Et au niveau de la thématique de la relation humaine et de l'IA, une des questions centrales qui émerge, évidemment, c'est celle de l'usage de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle pourrait nuire à la qualité de la relation entre les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées? Mais on peut aussi voir beaucoup plus large, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir des effets sur le collectif de travail et aussi des effets sur les acteurs qui travaillent en périphérie avec les travailleurs sociaux. Donc, la question qu'on se pose derrière, c'est va-t-il y avoir besoin d'une reconfiguration de toutes ces relations s'il y avait une introduction de l'IA? Voilà. Donc, nous allons maintenant laisser entrer en scène nos 3 professionnels autour de la table. Bonjour. 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 Alors, on va démarrer nos propos avec un petit tour de table pour vous présenter. Vous allez pouvoir vous présenter donc à tour de rôle et puis partager votre intérêt d'avoir participé à une telle démarche. Je vais démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour ma part, donc je suis Caroline Dufour, je suis assistante sociale du personnel et également en parallèle, je fais aussi des interventions dans les écoles de travail social. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est là où j'étais interpellée, c'est qu'il y a plusieurs étudiants effectivement qui m'ont fait un sondage et 2 sur 3 environ utilisent l'intelligence artificielle et où ont utilisé l'intelligence artificielle, également au niveau du public que j'accompagne, et certains en fait me font part de leur usage de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai choisi effectivement de porter ma candidature parce que moi, personnellement, je l'utilise pas. Enfin, je suis pas à l'aise, mais voilà, je voudrais pas non plus être en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je vais m'y mettre, mais je voulais connaître, je voulais en savoir plus. Et puis, voilà, je voudrais pas être en décalage avec les publics auprès de qui j'interviens ou même les étudiants. Et je me rends compte aussi du potentiel qu'il y a de l'intelligence artificielle au fur et à mesure, on va dire, de mes découvertes. Et je vois que le potentiel est presque illimité, mais je pense aussi qu'il a des limites. Et c'est pour ça que je voulais effectivement en savoir plus et puis questionner le rapport aussi à la fois aux étudiants et aussi bien sûr au public que j'accompagne. Je poursuis, vous m'entendez? Bon, après des petits soucis techniques. Bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Franck Bourdiel.
Je suis actuellement assistant de service social dans un établissement public de psychiatrie à Caen. Voilà, je m'intéresse à la psychiatrie et à la santé mentale depuis pas mal d'années. Voilà, moi j'étais très content de l'initiative de la Direction générale de la cohésion sociale, voilà, d'engager ces travaux-là, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre, on se l'est dit entre nous aussi, de comprendre l'outil. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce fantasme un peu d'intelligence artificielle et puis les conséquences dans quelque chose qui va effectivement s'imposer, qu'on le souhaite ou qu'on le souhaite pas, et qui va devoir être intégré dans nos pratiques. La question pour moi, c'est voilà, comment on l'intègre et comment on réfléchit à l'utilisation et peut-être aux limites d'utilisation de cet outil IA. Voilà. Et donc je finis, donc je suis Adrien Guioni, je suis assistant de service social, je travaille, je suis évaluateur aux équipes dédiées aux informations préoccupantes au département de la Gironde, et je suis aussi intervenant à l'IRTS de la Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, pour moi, j'ai vu donc cette proposition d'intervenir là sur l'intelligence artificielle et le travail social. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose qui était déjà présent dans notre métier, parfois, comme disait Yann Ferguson, de façon un peu souterraine et pas très visible. Et donc, je me posais la question de cette utilisation-là, notamment, je pense, voilà, avec Outlook, Copilot, etc. Et voilà, j'étais assez intrigué par ce bouton qu'on nous proposait par notre employeur. Et donc, j'ai commencé de façon plutôt spontanée et de façon un peu cachée, j'ai envie de dire, comme dit Ian Ferguson, à l'utiliser. Et puis, du coup, ben, ça m'a posé quand même quelques questions. C'était est-ce que j'avais le droit de faire ça? Est-ce que je compromets la confidentialité des situations? Et est-ce que je suis toujours, reste auteur et toujours garant de ce que je produis? Voilà, notamment autour du rapport, voilà, des évaluations et de la rencontre avec les personnes. Et donc, pour moi, ça a été aussi cette participation a été pour moi aussi la possibilité de discuter avec d'autres professionnels. Et je me suis fait vite un parallèle avec voilà, la venue d'Internet. Et je me suis dit que c'était le moment qu'il fallait pas louper le coche. En tout cas, je voulais vraiment m'investir dans l'avènement de l'IA dans le travail social. Et pouvoir m'interroger et comprendre ce fonctionnement, m'interroger autour des valeurs que ça peut avoir dans notre corporation du travail social. Et voilà, c'est pour ça que j'ai participé pour pouvoir échanger aussi avec mes pairs. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, je vous pose déjà la première question. Pour vous, quels sont les enjeux éthiques qu'impliquerait l'usage de l'IA dans vos métiers? Je vais peut-être laisser la parole à Caroline, si sa connexion fonctionne. Ça a l'air de dysfonctionner, c'est pas grave. Je pense qu'elle va revenir. Peut-être que Monsieur Bourdiel, vous vouliez peut-être rebondir? Oui, oui, alors je n'ai pas précisé, moi je suis adhérent à l'Association nationale des assistants sociaux, et c'est vrai que c'est une question. Alors, il y a eu des travaux déjà hein, sur ce sujet-là, éthique et intelligence artificielle. Je pense notamment au Conseil du travail social, voilà, qu'on est aussi un petit peu allé regarder. L'ANAS et notamment Didier Dubasque aussi, qui est un confrère voilà, d'expérience, s'était aussi intéressé à ces sujets-là. C'est vrai que ça interroge assez immédiatement sur les précautions à prendre autour des informations qu'on on va dire, donner d'une certaine manière à la machine. Moi, j'avais besoin aussi de comprendre ce qu'il y a derrière cette entité IA, parce que d'abord, dans les termes intelligence, voilà, ça veut dire quelque chose, artificiel, ça veut dire quelque chose aussi. Bien comprendre qu'il s'agit d'un outil et qu'à partir du moment où il s'agit d'un outil, il va falloir que nous, on arrive à comprendre l'utilisation précise pour pas effectivement prendre le risque qu'évoquait Adrien de se mettre en porte-à-faux avec nos principes de travail. Alors, il y a à la fois
comment je me positionne dans la manière de me servir de cet outil, quels éléments je vais pouvoir écrire ou transmettre à un outil d'intelligence artificielle. Alors, on s'est dit assez logiquement, attention, on va pas. Alors, d'abord, de quel outil on parle, hein, puisqu'on a des outils qui sont complètement ouverts et complètement accessibles à tous. Donc, la nécessité de faire extrêmement attention à ce qu'on utilise, à quel outil on a accès et du coup, à quels éléments qui vont limiter en fait la transmission d'informations ciblées. Évidemment, pas de nom et de prénom, mais au-delà de ça, voilà, on se disait aussi que c'était pas seulement des noms et des prénoms, mais des éléments qui vont permettre de pouvoir identifier une situation ou localiser une situation de manière assez précise. Voilà, donc autour de l'éthique, il y a effectivement des questions d'attention et de prudence dans l'utilisation de l'IA. Je crois que Caroline est de nouveau avec nous. Effectivement, une coupure Internet. Je n'ai jamais au bon moment. Alors, n'hésitez pas à me dire si je fais redite par rapport à ce que Franck vous a présenté, mais en tout cas, pour compléter ce qu'il a pu dire, par rapport à justement à l'accompagnement social qu'on mène avec les personnes, elles n'attendent pas à avoir en face d'elles une intelligence artificielle, elles n'ont pas envie d'être vues par une intelligence artificielle parce que sinon, effectivement, elles peuvent le faire tout seules de chez elles, avec les risques que ça implique aussi, parce que les réponses ne sont pas toujours justes et pas toujours personnalisées. Les personnes, elles viennent pour avoir une écoute, pour avoir un savoir-faire, en face d'eux, pour avoir affaire à quelqu'un qui leur apporte un savoir-faire professionnel. Il y a une relation de confiance qui se crée. Et puis, ils attendent aussi un suivi personnalisé. Ils n'attendent pas effectivement une réponse toute faite d'intelligence artificielle. Et du coup, ce qui est intéressant, effectivement, dans la préparation de la convention professionnelle, on a eu l'intervention, comme il a été mentionné tout à l'heure, on a eu l'intervention de Didier Dubasque, qui était intéressante et qui, du coup, a travaillé, lui, sur un usage éthique de l'intelligence artificielle. Et donc, sur toute l'intervention qui a été faite, qui était très intéressante, je retiens notamment autour de l'usage éthique de l'intelligence artificielle, je retiens notamment 3 points. Donc, celui qu'a développé Franck tout à l'heure, notamment sur le fait de ne pas fournir des données personnelles, mais pas juste le nom, effectivement, ça va au-delà de ça. Le deuxième point, donc là, il a développé du coup ces principes d'un usage éthique Didier Dubasque en 3 points. Donc le premier point qu'a développé Franck. Le deuxième point, c'est aussi faire appel à des applications qui respectent la RGPD. Parce qu'effectivement, si vous utilisez une intelligence artificielle qui vient de Chine, c'est pas sûr que la réglementation soit bien respectée. Et donc, il y a certaines intelligences artificielles qui sont en tout cas plus recommandées dans les accords qui sont plus passés et leur manière de travailler. Donc ça, effectivement, c'est également un point d'intention qu'il porte. Et le premier des points d'intention aussi qu'il porte, c'est le fait d'informer les personnes que l'on accompagne de l'usage de l'intelligence artificielle, notamment dans les écrits professionnels. Et informer, c'est pas uniquement dire bonjour, je vais traiter votre écrit avec une intelligence artificielle. C'est aussi donc informer de ça, mais c'est aussi expliquer aux personnes, parce qu'on a un rôle pédagogique et c'est aussi un devoir de transparence aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, en quoi ça peut nous aider et qu'est-ce que effectivement on va mettre comme information, ne pas mettre, et donc ça nécessite des explications et puis ça nécessite aussi de demander l'accord. Parce que par exemple, une personne pourrait très bien dire mais moi je veux pas en fait que votre réponse soit une intelligence artificielle, je veux qu'elle soit créée par vous. Ça peut être effectivement, on pourrait trouver aussi un désaccord de la part des personnes accompagnées. C'est peut-être le même principe que les logiciels que l'on utilise. Par exemple, mon employeur me demande de rentrer les coordonnées des personnes dans un logiciel pour faire un logiciel de suivi d'accompagnement. En fait, j'ai le devoir d'informer les personnes de l'utilisation de ce logiciel, de leur expliquer en quoi il consiste et pourquoi on l'utilise. Et également, j'ai aussi besoin d'avoir leur accord. Si je n'ai pas leur accord, je ne l'utilise pas. Donc, c'est peut-être effectivement 3 points à retenir si jamais vous voulez utiliser l'intelligence artificielle dans votre travail. Ça peut être aussi de fixer ces règles éthiques, en tout cas, avant de se lancer et puis qu'elles soient diffusées comme étant une bonne pratique.
Merci. Tout à l'heure justement, madame Dufour, vous étiez en train de souligner, le fait que certains usagers, pour des personnes que vous accompagnez, utilisent parfois, eux-mêmes, des intelligences artificielles. Si, on était amené à creuser un peu ce point, là je m'adresse évidemment à tous. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes, que vous recevez, hein, qui l'utilisent, régulièrement et quels exemples vous auriez à nous fournir? Et puis, comment, vous, en tant que, professionnel du travail social, vous réagissez à ça? Du coup, je vais prendre la parole. Mmh. Nous, en fait, il y a 3 exemples qui viennent, qui nous sont venus en tête, et notamment le premier point, c'est surtout autour, de l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle dans la relation, que l'on va, amener dans nos accompagnements ou, dans notre évaluation. C'est-à-dire si je prends, l'exemple de mon secteur de travail, donc l'évaluation des informations préoccupantes, il est facile pour un parent de demander, à ChatGPT ou à une IA générative qu'est-ce qu'une information préoccupante et d'avoir une réponse précise là-dessus. Or, il faut, comme on l'avait déjà expliqué auparavant, l'IA générative est donc sur quelque chose qui est sur des suppositions de ce qu'il trouve sur Internet et qu'on va trouver vite parfois des fausses informations, des hallucinations, et donc ça va biaiser notre mise en relation. C'est-à-dire un parent qui reçoit, qui dit qu'est-ce que c'est qu'une information préoccupante, peut vite se retrouver dans un moment d'anxiété en disant, en voyant placement ou en voyant une procédure décrite très précisément par l'intelligence artificielle. Or, on le sait que chaque département est chef de file de la protection de l'enfance. Il y a des spécificités dans chaque département et des fonctionnements qui peuvent être différents. Et donc, à ce moment-là, il faut commencer déjà à déconstruire, alors qu'avant, on explique la procédure normalement au premier rendez-vous. Là, il faut d'abord déconstruire pour pouvoir après mieux expliquer cette procédure-là. Donc, il y avait vraiment ce premier point-là de la mise en relation. Le second point, c'était surtout autour de la prévention que l'on doit faire. J'ai envie de dire que c'est quasiment un devoir pardon, pour les travailleurs sociaux de mettre en place cette prévention. L'exemple qui s'était posé, c'était le fait que parfois des personnes vont poser la question parce qu'ils sont en difficulté sur une démarche administrative, comme par exemple remplir une fiche d'imposition. Il peut demander à ChatGPT comment remplir cette fiche d'imposition, quelle case je dois remplir et quel montant je dois donner sur cette case-là. Et l'IA de lui-même va demander, va proposer en tout cas, de recevoir toutes les informations personnelles, donc les montants des salaires, etc., pour pouvoir répondre et dire dans quelle case je dois mettre ce montant-là. Et donc, c'est à ce moment-là où vient pour nous, travailleurs sociaux, le moment où il faut faire cette prévention-là, de dire attention, toutes les données que vous allez donner seront sauvegardées. On peut recouper ces informations-là et donc après retrouver un peu toute votre vie, hein, tout ce qui se passe chez vous. Et donc la conséquence, du coup, peut être importante. Donc cette prévention-là, après la personne fait ce qu'elle veut de ce qu'on lui dit. Hein. Si elle veut aller jusqu'au bout, elle peut. Mais en tout cas, je pense que c'est important du coup de pouvoir nous comprendre comment fonctionne l'IA pour pouvoir après expliquer à la personne les conséquences, positives, négatives, et après elle en fait ce qu'elle veut. Et le troisième point qu'on avait mis en avant, c'était la discrimination. Alors là, on va faire un petit peu un décalage sur le travail social, mais pas trop. Comme Corinne a évoqué, donc, on intervient tous les deux au sein des IRTS, donc auprès des étudiants travailleurs sociaux. Et par exemple, pour ma part, j'ai déjà pu utiliser ChatGPT, hein, l'IA, pour mettre en place une étude de situation autour d'un jeu de rôle. Et j'avais demandé qu'il me propose une situation autour d'une astreinte, de violence conjugale, etc., et d'une mise à l'abri. Et à ce moment-là, l'IA de lui-même, à 3 reprises, va me proposer 3 propositions. Et à chaque fois, l'auteur aura un prénom à consonance maghrébine. Donc, en fait, c'est là où, pour moi, au début, je me disais, mais l'IA discrimination, je ne comprenais pas trop parce qu'en fait, pour moi, je pose une question, il m'y répond et je ne vois pas en quoi c'est discriminant. Et là, en fait, ça m'a sauté aux yeux. En fait, de lui-même, il va aller sur ce versant-là.
Ouais. Ouais, puisque finalement, les biais là qui sont, transmis entre guillemets, hein, par le biais de l'IA, ne reflètent, que ce avec quoi aussi, hein, l'IA est alimentée et donc nos propres biais humains, qu'on va retrouver, en effet. Est-ce que, si on creusait un tout petit peu, s'il vous plaît, à l'échelle de la relation que vous pouvez tisser avec les personnes que vous accompagnez, est-ce que l'introduction d'une telle technologie pourrait avoir des effets? Si on creuse un peu ce sujet, quels pourraient être, ces effets, à votre avis? Dans la relation que vous tissez, en fait, avec les personnes accompagnées. Ouais, je veux bien Monsieur Boudiel, peut-être? ouais, dire quelques mots, parce que alors, les exemples d'Adrien sont extrêmement intéressants sur le volet protection de l'enfance. On voit bien aussi autour de la discrimination tout ce qui peut se passer dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, hein, avec effectivement beaucoup aussi d'idées reçues. Là encore, enfin moi j'ai l'impression que ça renvoie effectivement, comme vous disiez Stéphanie, à la manière dont l'outil a été implémenté et peut-être aussi à la manière dont les personnes qui ont conçu l'outil ont réfléchi aussi à ce qu'ils donnaient comme information et ce qu'ils donnaient pas. Voilà, au bout du compte, pour moi, il y a quand même effectivement ce risque-là dans l'utilisation. Et puis, on a la difficulté aussi, pour ce qui concerne ma pratique, moi, d'une grande partie des personnes qu'on accompagne qui n'est pas du tout à l'aise. Alors, d'une part, avec tout ce qui va concerner le numérique d'une façon générale et de façon plus spécifique, et encore plus spécifique, l'intelligence artificielle. Donc, on a, je crois, mais le Haut Conseil du travail social l'a déjà dit, à probablement travailler aussi sur à la fois notre propre connaissance et des formations à destination des professionnels, mais aussi de la pédagogie, de la formation probablement à imaginer à destination des publics et en fonction aussi des missions qui sont les nôtres, parce que évidemment on ne va pas informer de la même manière une famille qui est accompagnée dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et un patient qui est accompagné dans le cadre de troubles psychiques. Voilà, donc juste, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on est très, alors on est, je crois, tous très attentifs et très prudents sur l'outil. Et à côté de ça, moi j'ai eu l'occasion d'appréhender, d'approcher des outils du type, on en parlait en préparant, du type assistant virtuel, qui vont aussi utiliser des techniques d'intelligence artificielle. Et alors, il me semble que d'une certaine manière, et c'est là où c'est intéressant de voir de quelle manière c'est utilisé, ça peut apporter des choses tout à fait intéressantes. Voilà, notamment sur des outils de suivi, des outils de conseils, de prévention qui, j'ai entendu des témoignages qui disaient que effectivement ça peut aussi aider. Ça ne remplace pas, mais ça peut aussi être un complément voilà, à un accompagnement global. Donc, je pense qu'il y a des choses aussi à trouver, sans développer de trop, mais des choses aussi à trouver de ce côté-là. Ouais. Vous disiez, en l'occurrence, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, que, il y avait ces outils, par exemple, de traduction qui pouvaient, ici aider. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui peuvent, aller dans le sens, ici d'une IA, aidante, d'une certaine façon, potentiellement? Le but, c'est vraiment de se dire que ça peut aussi être un support. C'est-à-dire qu'il y a, il y a certaines limites, il faut faire attention il faut l'utiliser dans un certain cadre, mais ça peut être aussi un support de travail avec les familles ou avec les jeunes. Ce qu'on se disait là en préparant, c'était aussi de se dire que, par exemple, si on reprend les slides de Ian Ferguson, hein, les jeunes de 18-25 ans l'utilisent quand même très souvent, voire quotidiennement. Et donc, c'était de se dire que nous, aussi travailleurs sociaux, on peut l'utiliser à un moment donné comme support de travail avec eux. Donc, c'est-à-dire, si on prend un exemple de jeunes
sortant de l'ASE qui ont, ça c'est malheureusement parfois des niveaux scolaires plus bas, une intégration dans la vie professionnelle plus compliquée. C'est vrai que pour faire part de leur désir, de leur volonté à accéder à un droit, utiliser ce chat GPT ou en tout cas une IA générative ou une aide à la rédaction peut permettre à un moment donné d'être une base de travail avec le travailleur social, c'est-à-dire que ça peut sortir quelque chose et à charge au travailleur social après de reprendre avec le jeune sur le fond de ce texte de qu'est-ce qu'il souhaite vraiment pour qu'il obtienne son droit. On pense aux accueils jeunes majeurs, mais on peut penser à tout autre accès au droit qui est nécessaire pour, je pense au dossier MDPH, etc., où parfois on peut mettre un courrier de son état actuel et de ses désirs et de ses souhaits pour le futur. Et donc ça peut être vraiment un support autour de ça. Juste pour compléter, je me souviens là d'une intervention dans le cadre des interventions d'experts auxquelles on a pu avoir accès. Jean-Gabriel Ganassia disait aussi, et je trouvais ça intéressant, la notion de validation humaine obligatoire. Se servir de l'outil IA, bien sûr, mais toujours derrière se dire que voilà, ça n'est qu'une proposition, ça n'est qu'une production par une machine, et même sur la proposition ou la composition d'un courrier, d'une lettre de motivation ou ce type de document, bien avoir en tête qu'effectivement ça nécessite et le faire passer en termes de pédagogie, une relecture, parce que d'abord il peut y avoir des erreurs, et puis une appropriation par une validation que je m'oblige à faire, quoi. Entendu. Alors, si on prend juste 2 minutes, parce que le temps tourne, voilà, et on se fait gardienne du temps. Si on prenait juste 2 minutes, on a pu comprendre en fait qu'il y avait ici des limites qui étaient inhérentes au système d'intelligence artificielle lui-même, à travers les règles de prudence que vous évoquiez par exemple. Mais est-ce qu'il existe d'autres types de je dirais pas de limites, mais peut-être des réticences qui peuvent ici potentiellement être, comment dirais-je, en lien avec le milieu spécifique du travail social, par exemple. Vous auriez ici des choses éventuellement à... En fait, on le voit si on lit le chat là déjà, c'est un peu ce qui ressort, c'est cette peur de l'accompagnement, d'éloigner la personne du travailleur social, donc de ses droits, donc de la possibilité de l'accompagnement. C'est aussi un peu ce fantasme que l'IA va nous remplacer ou que l'IA va faire à notre place, et que du coup on serait juste un guichet d'enregistrement ou qu'on serait plus travailleurs sociaux, mais des techniciens ou des agents administratifs un peu qui rentrent dans une banque de données, dans un logiciel, et ça sort et l'IA fait l'aide à la décision. Ça, c'est quelque chose quand même que nous, on a en tête, puisque du coup, il me semble, en tout cas moi dans le groupe, de la première fois qu'on s'est retrouvés, c'est quand même quelque chose qui est vraiment ressorti. Et c'était, cette disqualification est quelque chose que nous, on a en tête dans la Convention, et de dire que l'IA est un outil et non pas un remplacement de l'être humain. Et donc, l'expert qui auditionnait, donc Didier Dubasque, lui, je pense, il mettait vraiment en valeur le fait que peut-être qu'on a ces fantasmes, j'ai envie de dire, puisqu'on n'est pas à former à l'IA, on ne connaît pas, et c'est ce qui nous paraît un peu un alien, et que du coup, en se formant, en comprenant les mécanismes, les rouages, on sait l'utiliser à meilleur escient, et donc peut-être que ça aura des biais qu'on pourra peut-être plus contrôler que là, sans connaître, et en ouvrant juste ce ChatGPT seul dans son bureau, quoi. Moi, pour compléter le propos, je me disais aussi, attention, la difficulté parfois, et ce que j'ai découvert aussi dans les travaux là, qui sont en cours, c'est le côté, l'IA est capable de faire illusion. Et l'IA est capable de faire illusion, y compris d'empathie. Mais c'est du Canada Dry, quoi. Je veux dire, ça ressemble à de l'empathie, mais évidemment, ça n'en est pas. La difficulté, c'est effectivement d'être capable de repérer
que ça n'en est pas et que c'est bien généré par une machine qui n'a évidemment pas d'émotion et pas de sentiment. Donc voilà, il y a quand même ce côté difficile et j'entendais des propos qui font vraiment écho au champ de la santé mentale et de la psychiatrie tout à l'heure aussi. On parle d'illusion, on parle quand il y a des erreurs d'hallucination de l'IA qui va inventer des choses et qui va potentiellement inventer des choses fausses. Pour moi, c'est vraiment là, sur ces questions de dire ça n'est qu'une machine, mais qui peut me donner l'impression d'être humaine, qu'il faut être extrêmement vigilant et bien rappeler aux gens dans les formations, mais peut-être aussi dans notre pratique, que effectivement, il s'agit d'une machine et d'un outil. Eh bien, il me semble qu'il est temps de prendre les quelques questions avant de clôturer ce webinaire. Alors, on en a vu passer beaucoup, hein, vraiment. Donc, merci pour votre engouement et vos questions. Alors, peut-être que pour les participants, une question, quel est le type d'IA que vous utilisez, si vous en utilisez, et pour quel type de tâche? Est-ce que vous auriez quelques éléments, voilà, de réponse rapide à nous donner? Du coup, bon, moi, je l'utilise, hein, l'IA. Je vais l'utiliser notamment pour synthétiser un rapport s'il y a besoin de le synthétiser. Je vais l'utiliser pour parfois, quand vraiment je suis en difficulté pour reformuler un mot ou que j'arrive pas à tourner ma phrase, parce que dans certaines situations, on va pas se le cacher, mais certaines situations sont complexes. Et du coup, parfois, je suis en difficulté et j'ai l'impression de me perdre dans mes explications, que je ne suis pas clair. Et donc, je peux l'utiliser à ce moment-là pour essayer d'éclaircir mon idée. Après, je m'exige que ce soit une base de travail pour moi et non un copier-coller. J'exige pour moi que ce soit vraiment, voilà, je prends cette base et je la reformule après à ma sauce avec le ressenti du travailleur social, avec l'expérience que j'en ai. Voilà, c'est essentiellement de cette utilité-là. Mais je vais aussi, je vais le dire, mais l'utiliser dans certains cas pour écrire des mails, pour répondre dans le cadre, voilà, pour avoir une réponse plus institutionnalisée, moins émotionnelle, ou voilà, pour être dans quelque chose d'une vraie réponse institutionnelle. Merci, Adrien. Peut-être pour rebondir, pardon, France, Non, vous je vouliez… vous demandais quelle intelligence artificielle, quel produit, si on peut parler comme ça. Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est… C'est là où je dis qu'on n'est pas assez formé, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des IA génératifs qui existent dont je ne connais pas. Aujourd'hui, pour moi, c'est ChatGPT, mais je trouve que ça a ses limites. Je pense qu'il faut vraiment que voilà, il y ait des intelligences artificielles qui puissent être plus sécurisées. Après, il y en a d'autres qui existent. Maintenant, voilà, chacun est libre de l'utilisation qu'il fait de l'IA qui lui parle le plus, parce qu'en effet, il y en a multiples qui existent. Moi, je l'utilise peu pour l'instant, un petit peu à titre personnel. Et je suis plutôt, mais alors là aussi, c'est en fonction aussi de son utilisation finalement des réseaux et de l'outil numérique. En fait, moi, j'ai Copilote parce que voilà, c'est lié à des abonnements divers. Et puis Gemini, je crois aussi, qui m'est proposé par je sais plus quel réseau spécifique. Voilà. ChatGPT, pas beaucoup, dans la mesure où il faut aller il n'y a pas de proposition en direct, quoi. Voilà. Mais pour le moment, pour moi, ça reste vraiment à la périphérie. D'abord parce que la question dans les établissements de santé, c'est aussi un mot que je voulais dire. Il me semble qu'il faudra aussi qu'on puisse évoquer dans la Convention la nécessité, quand on est dans des champs un peu connexes, hein, notamment la santé, c'est vraiment de faire le lien aussi avec les travaux qui sont en cours aussi sur la question de l'IA et de la santé. Juste un petit mot pour compléter, je ne sais pas si vous m'entendez.
bien, Caroline. Vous m'entendez? Ah, super. Il n'y a plus la caméra, mais vous m'entendez. Moi, je travaille pour un ministère et le logiciel d'intelligence artificielle qui est recommandé si on souhaite l'utiliser, c'est Mistral. Effectivement, je vois que c'est une question qui a été aussi posée. Et c'est vrai que en fait, j'ai envie de dire qu'on ait envie ou pas de l'utiliser dans sa vie personnelle, peu importe. Mais par contre, effectivement, de plus en plus, les personnes que j'accompagne, en fait, me disent effectivement, je ne savais pas trop, je sentais que j'avais un problème avec l'alcool, je ne savais pas trop comment faire, j'ai regardé l'intelligence artificielle, ils m'ont donné des idées que je commence à appliquer. Du coup, en fait, oui, on est obligé, enfin, pour moi, on se doit en tout cas d'échanger là-dessus avec la personne, de la mettre en garde et en même temps aussi d'écouter son point de vue parce qu'après tout, si je dis, s'il y a déjà une avancée à partir de ça, c'est déjà une avancée, même si elle est mineure, mais au moins il y a quelque chose qui se passe en tout cas et qu'il faut prendre en compte. Alors, Merci, pour Caroline. répondre, merci beaucoup. Pour répondre, tu m'entends ou pas? Ouais, si c'est bon, on m'entend? Pardon. Oui, oui. Non, on m'entend pas. Si? Si, Ok, si. parfait, merci. Alors, pour répondre à une question qui a été posée par Yasmina, vous m'excuserez si je n'ai pas retenu le nom. La question était, est-ce que cela aura un impact dans le temps et la qualité du travail? Eh bien, l'objectif ici de ces études, c'est de pouvoir justement l'évaluer. Donc, ce serait prématuré d'apporter ici une réponse, mais c'est bien ce que l'on cherche ici à évaluer. Et notamment aussi comment on peut, comment dirais-je, maintenir ou cultiver cette qualité du travail et dans quelles conditions, en fait, on pourrait le faire. Donc, autrement dit, ici, on cherche à comprendre le système ou les systèmes d'intelligence artificielle qui sont au service d'eux, et non pas qui supplantent le travail d'eux. Voilà. Il y a une J'en ai fini pour cette... Pardon. Il y a une proposition du Haut Conseil du travail social pour effectuer des études d'impact. Et je trouve que c'est intéressant d'effectivement aller regarder de près comment l'intégration d'outils d'IA vont impacter la qualité du travail. Et je pense qu'il faudra mesurer, effectivement, Monsieur Gadassial le disait aussi, l'objectif, c'est que ça apporte des choses et que du coup, ça augmente la qualité. Il est à mon avis, pour nous, travailleurs sociaux, pas question, effectivement, d'abord de remettre en cause, on en a parlé, nos principes éthiques et notre déontologie, mais qu'en plus, ce soit un outil qui nous permette de faire un travail de meilleure qualité et pas du tout l'inverse, quoi. Donc, il faudra effectivement regarder ça avec précision. Tout à fait. Merci. Alors peut-être pour simplement compléter ce que vous venez de dire, je pense qu'effectivement, notre intérêt aussi, on l'a vu beaucoup passer dans le chat, ça nous fait gagner du temps, peut-être l'IA. Et ce temps réalloué, il faut se battre pour faire de la qualité du travail et non pas intensifier en fait le travail. Donc ça, c'est assez important quand même, je pense, à le souligner. Et puis, il y avait aussi une réflexion concernant l'expérimentation qui est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Effectivement, on essaye aussi de saisir des structures qui ont déjà une utilisation de l'IA formelle avec un système ou qui sont en train de le tester pour pouvoir analyser avant, analyser après. Donc là, on essaye un petit peu de l'introduire dans une de nos études parce qu'effectivement, l'expérimentation, au travers de l'observation aussi, qu'on va pouvoir faire des professionnels en action, là, on va pouvoir saisir finement les éléments qui sont en train d'évoluer, on va dire, avec l'usage de l'IA. Voilà, je ne sais pas si on ne pourra pas trop prendre plus de questions. On est désolé. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci beaucoup à Julia Savali pour l'organisation de ce webinaire Livestorm et de cette plateforme. Merci à nos intervenants, merci à la DGCS et à Monsieur Dujol de nous avoir fait l'honneur de venir et à toute l'équipe Laboria. Et merci encore à vous de nous laisser venir voir votre travail et de venir partager avec vous ces réflexions autour de l'IA. Merci à vous. Merci. Merci.